Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un livre qui m'a été donné par Free Aliga. Il s'agit du second volume de la campagne du Trône d'Épines de Symbaroum, qui s'appelle brillamment en 5e édition Ruins of Symbaroum. Je ne sais pas si c'est un lien avec la 5e ou une opinion personnelle des auteurs, mais passons. Le second tome est donc une compilation du 3e et du 4e opus qui sont La mer des ténèbres, ainsi que, la mer des ténèbres, le 4e volume, et le 3e tome, l'étoile la plus sombre. Donc c'est évidemment une campagne que je connais plutôt pas mal, donc je vais essayer un peu d'aller assez rapidement sur pas mal d'éléments. Donc on récapépète. La campagne Trône d'Épines, c'est la grosse campagne de Symbaroum, j'en ai beaucoup parlé, qui se découpe en 6 épisodes, chacun allant crescendo jusqu'à un final apocalyptique digne du Ragnarok nordique. Il y avait un système qui était utilisé, qui était perfectible, qui a été mis un peu sur... pour essayer de toucher un petit peu les gens à la 5e édition. Tout Symbaroum a été remanié sous cette forme-là de Ruins of Symbaroum. Donc la chose qui est vraiment très très bien à mon avis, vous allez le voir tout de suite, c'est qu'en compilant la campagne de 6 volumes en 3 volumes, en ne prenant que les scénarios, on a un tarif qui est beaucoup plus abordable pour l'acheter, et ça permet aux gens qui sont intéressés par le setting pur, donc les villes notamment, l'historique, d'acheter un seul livre qui s'appelle Le Monde de Symbaroum, qui est sorti lui aussi d'un autre côté. Je dois avouer aussi que j'aime bien un petit peu la façon dont ils sont remaniés la chose, même si j'aurais préféré que ça c'est la couverture originelle du 3e livre, donc l'étoile la plus sombre. Je préfère celle de la 4e, mais bon, ça c'est un goût personnel. Donc passons, on va regarder tout de suite un petit peu ce qu'il y a. Donc encore une fois, ceci est une copie presse, donc voilà, je tenais à vous le dire. Je n'ai pas acheté que mes sous. Donc on a en gros une compilation avec, au tout début, on a vraiment une récapépète très succincte de ce qui s'est passé jusqu'ici, et ce qui va se passer dans l'épisode 3, épisode 4, avant d'avoir potentiellement la suite. Il y a toujours bien sûr la vue d'œil de la campagne qui est possible sur le site internet, mais aussi en français. Donc on enchaîne directement sur l'étoile la plus sombre. Donc ça c'est la grosse nouveauté que vous avez dans cette version Ruins of Symbaroum, c'est que vous n'avez rien pour décrire la ville. C'est-à-dire que, alors je rappelle, le tome 3, c'est Indaros, ça se passe à Indaros, donc la capitale de l'Ambrie. Ici présent, vous n'avez pas la description d'Indaros par quartier avec les gens importants. On arrive directement dans la partie, donc le bouquin, généralement, de campagne était divisé en 3 parties. La ville, éventuellement les objets et les artefacts, et la 3e partie, les règles supplémentaires, et la 3e partie, le scénario à proprement parler. Donc là, on arrive directement sur le scénario, et vous allez voir, en fait, les artefacts sont mélangés sont mélangés directement au scénario. Donc, l'histoire, pour aller très très vite, vous êtes censé protéger le fils du haut chef, ça commence à être loin, Tabor, ainsi que la duchesse Esmeralda, qui est le demi-sœur de la reine, pour forger une alliance contre les barbares du Nord, donc le serment de la souveraine qui commence à descendre et déferler sur la forêt. Et voilà, donc au début, vous êtes dans la grande cathédrale de la capitale, donc Indaros, et mystérieusement, il y a des sortes de missiles, des météorites de feu qui tombent, qui impactent toute la zone, qui réduisent à néant la cathédrale, et les gens qui sont possédés par l'espèce d'esprit feu follet. Donc vous arrivez dans ce grand merdier, en essayant de sauver le fils du haut cheftain qui est mort, la duchesse, et vous voyez en fait des géants émerger littéralement du sol. Donc vous voyez, les aigles de jeu sont aussi là, émerger du sol et commencer en fait à attaquer tout le monde. Et c'est là où il y a le grand chef de l'ordre des magiciens qui va... donc je vais avancer un petit peu, là c'est les factions, hein, c'est un peu le début du scénario. Donc avec la recomposition des factions dans cet épisode. Et donc vous voyez, voilà, ça c'est l'image que je voulais vous montrer. Le Seldonio, qui est le chef de tous les magiciens, qui se fait attaquer par un des géants qui semble détecter automatiquement Seldonio, parce que la corruption est très présente, le tue, et vous arrivez en fait prenant les derniers mots de Seldonio qui avait tenté de sauver des enfants, en disant « Ah mon dieu, on a fait une erreur, c'est machin bidule, on aurait dû le tuer, patati patata, ah c'est mon plus grand péché », et il meurt dans vos bras. Donc vous apercevez que suite à ça, il y a aussi un truc bizarre avec la cathédrale, c'est que sous la cathédrale, en fait, il y a une prison. Et dans la prison, a priori, il y avait un VIP extrêmement important qui était là depuis de nombreuses années. Donc, comme d'habitude, poussé par Esmeralda ou par les contacts des PJ, on va vous demander d'enquêter sur ce qui s'est passé.
L'enquête vous amène à plusieurs pistes. La première, c'est suivre le prisonnier. La deuxième, c'est enquêter sur le rituel qui a été réalisé sur la magie, le rituel qui a été réalisé pour lancer l'espèce de météorite, parce que c'est très compliqué, je rappelle, dans le monde de Symbaroum. Et le troisième, c'est d'aller enquêter directement sur l'identité de la personne le nom qui vous a été donné par Celdonio. Comme vous le voyez, donc deux choses aussi dans cette version Ruins, les artefacts sont mis directement dans les pages, et ça c'est très très important, parce que je me rappelle que c'était toujours la galère pour les retrouver ces informations-là. Évidemment, c'est en D20, donc c'est en V5 que je connais pas très bien. Il y a les profils qui sont assez importants en général des créatures face à vous. Ça c'est plutôt bien. Je peux pas juger encore un peu encore une fois, ma connaissance de Donjon. J'ai une bonne connaissance de Symbaroum, mais la connaissance de Donjon 5, elle est pas immense. Toutefois, j'ai l'impression que c'est quand même un système qui est plus cadré qu'avant, et ça peut être assez agréable. Donc, encore une fois, par contre, tout ce qui est le setting, la mise en page, c'est très très bien. Donc ça, c'est Indaros, la grande capitale de Lambrie. Et vous avez donc, toujours pareil, une division en 3 actes. L'acte 2, ça va être les 3 pistes, potentiellement. Il faut savoir que sans être méchant, mais dans Symbaroum, les 3 premiers scénarios sont exactement pour la même structure. C'est-à-dire qu'on a une introduction, réaction par rapport à l'introduction, ensuite on récupère les pistes, et après on part à la maraude, et le final nous fait revenir dans un espèce de bouchon. Donc en gros, ça fait comme une bulle. On rentre, enfin comme un rond-point. On rentre sur le rond-point, on fait le tour du rond-point, et on ressort par l'autre bout. Donc là, on a les 3 pistes dont j'évoquais. Donc la première, c'est de poursuivre la piste du prisonnier qui s'est fait choper qui a été escorté par des nains. Donc les nains sont liés au grand banditisme de la ville. Les nains, c'est pas les nains à la donjon, hein, c'est un peu différent. Et vous finissez par retrouver, par une longue piste dans des plobs, le vieillard en question. Le vieillard, attention spoiler, je vous conseille d'arrêter là si vous êtes joueur. C'est bien. Saveron est en Kaltar, donc le sombre seigneur qui a emprisonné la reine. À la fin de la guerre, la reine l'a ramené avec lui, puisque son grand truc à lui, c'est de vous dire, attention, c'est dommage de... Enfin, je suis contre la corruption, il faut surtout pas réveiller d'avocats, il faut pas aller en Simbar, et refusons d'utiliser les puissants sortilèges qu'il avait utilisés pour essayer de sauver son peuple, en fait, parce que c'est toujours pareil, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et il a corrompu tous les gens à son service parce qu'il voulait trouver un moyen d'améliorer leur vie, ce qui est si vous connaissez un petit peu Simbar, c'est une histoire qui est racontée à travers tout le setting. Notamment si vous achetez World of Symbaroum, donc le monde de Symbar, vous verrez tout de suite ce que je veux dire. Et donc la reine l'a fait prisonnier, mais il y avait un type qui voulait lui parler. Le gars qui est responsable des astéroïdes, enfin de l'espèce de gros rituel, voulait lui parler parce qu'il voulait utiliser sa connaissance en fait mystique. Il y a aussi, alors là j'ai pas trop l'impression qu'ils aient potentiellement changé ça. Il y avait un souci en fait que moi j'avais avec dans cet élément, c'est que dans ce scénario, c'est que vous êtes censé avoir une classe spécifique ou un talent spécifique. Donc là ils en parlent pas, c'est pas mentaliste, mais on en reviendra plus tard pour la fin du scénario. Alors j'ai pas re-regardé, je suis désolé, mais à culpa s'il le faut ou pas, mais ça va me revenir à la fin je pense. Donc ça vous l'avez récupéré. Avec de la chance, vous laissez à la reine. Moi, j'ai des joueurs qui l'ont assassiné. C'est comme ça. Dommage, c'est un PNJ important. Ensuite, donc, vous pouvez aller investiguer sur les lieux complètement maudits et corrompus par le rituel qui a pris place, parce que le rituel, c'est un rituel de puissante magie. Donc, vous êtes commissionné pour aller enquêter en fait sur les terres des gens quasiment l'une des maisons nobles les plus puissantes de tout l'Ambrie. Vous arrivez, c'est cauchemardesque, tout est corrompu, il y a des monstres partout, c'est absolument dégueulasse. Et votre but, c'est d'aller justement de l'autre côté du domaine pour trouver des survivants, pour comprendre ce qui s'est passé et éventuellement trouver le lieu du rituel pour comprendre un petit peu vraiment ce qui a pu se faire. Ça c'est marrant, il ramène Miralba qui est en gros un PNJ qui est introduit beaucoup plus tard, donc c'est marrant parce que le portrait n'apparaît que dans le chapitre 4. En gros, Miralba, c'est l'une des gardiennes, c'est l'une des plus puissantes sorcières de tout le setting, c'est une très très forte puissante métamorphe. Donc à vous de trouver, éviter les abominations gigantesques, de trouver les survivantes comme l'intendant de Gobelin. Il y a à boire à manger, hein, c'est très rigolo. Et ensuite, vous pouvez suivre, donc, vous trouvez, remonter le nom qui vous a été donné, qui est en fait un criminel de guerre, qui a utilisé un sortilège identique durant la Grande Guerre, laissant des gens vétérans corrompus, qui veulent tous le retrouver, ce fameux Artel.
La piste vous amène sur un bateau. Sur le bateau, vous retrouvez Artel, sauf qu'il est immense, obèse et qu'il ne peut plus bouger. En fait, il est paralytique. Donc ça ne peut pas être lui qui a lancé le sortilège. Et ce qui vous amène à la fin à comprendre qu'en fait, c'est pas lui, c'est son maître qui s'appelle Cullian Firiae, qui est l'un des maîtres de l'ordre, qui cherche à trouver la tombe de Simbar. Pas pour trouver Simbar, Simbar étant à la fois la capitale, mais aussi le nom de l'empereur de Symbaroum, simplement. Donc vous allez dans une tombe, il y a des pièges, il y a des golems, je vous passe, on est dans le donjon. En plus, la tombe se situe dans un site d'excavation qui est lui-même protégé par Dastan, donc qui est un des barons du crime, qui a fait sécession, donc il a pris un quartier de la ville et il dit maintenant c'est moi le chef. Donc vous avez ça à gérer. Et voilà, donc en gros, ça c'est les 2 sortilèges dont je parlais. C'est Reach of Beyond et Dimensional Walk, dont vous avez besoin pour potentiellement, si je dis pas, communiquer avec le crâne, parce qu'en fait le principe c'est quand vous trouvez la tombe de Simbar, il y a un crâne, et ce crâne, donc il y a tout un donjon en dessous, hein, et ce crâne vous permet de vous téléporter en fait dans un vaisseau funéraire qui flotte dans le Underworld, où se situe le fantôme, l'esprit de Simbar l'empereur. Donc en gros, c'est vous faites une porte dimensionnelle pour vous aller de l'autre côté. Et là, je pense qu'avec la V5, vous avez quand même plus d'options, sachant que, évidemment, au pire du pire, il y a forcément un PNJ gros build dans le coin, il y a la chef, justement, de l'excavation, qui est une magicienne de l'ordre de Magica, donc pouvez vous démerder pour trouver quelqu'un qui vous ouvre le chemin. Vous vous téléportez, vous arrivez donc pour le final du scénario, dans le Underworld, un grand vaisseau de pierre qui flotte au-dessus d'un désert, le désert est est complètement corrompu, il y a des démons partout, et il y a des démons sur le vaisseau. Sur le vaisseau, vous tombez sur Elmendra. Elmendra, c'est une chasseuse de trésors que vous pourchassez depuis le début du jeu parce qu'elle cherche la direction de Simbar. Donc elle le trouve finalement et elle vous dit Furia est là. Si jamais on lance un portail pour repartir, on va se faire tuer par les démons. Donc il faut qu'on fasse une alliance. Donc c'est à vous de faire un espèce de jeu de baise. Ça n'a pas trop de sens en fait dans le scénario. C'est-à-dire que moi potentiellement, les gars sont là en train de dire on va s'entretuer Elmendra vous dit associez-vous à moi pour tuer Furiae. Furiae dit associez-vous à moi pour tuer Elmendra. Ce qui n'a aucun sens quand on y réfléchit 5 minutes. On s'allie tous ensemble. On a un archimage. Je veux dire, quand vous voyez mon donjonisme est loin, mais quand je commence à avoir des sorts niveau 9, je sais qu'en général, c'est quand même quelqu'un de costaud. Et l'idée, c'est que vu qu'ils ont un temps limité à cause de la corruption, tout le monde s'allie pour défoncer les démons, dont le timonier. Parce qu'après, une fois qu'ils sont sortis, il n'y a pas de problème, quoi. Simplement, tout le monde peut vaquer à ses occupations et rechercher Simbar de son côté. Sachant qu'en plus, il y a un truc qui est un peu léger, mais ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'il y a une personne supplémentaire, donc l'assistante d'Elmendra qui avait le rituel magique de porte dimensionnelle. En fait, elle a vu la carte, parce qu'il y a une carte en fait sur le bateau, avec l'esprit de Simbar. Donc elle sait la destination de Simbar, donc ça veut dire que tome 4, elle va le vendre au plus offrant, simplement. Et dernier élément, sur le bateau, il y a l'esprit de Simbar, mais dès que vous arrivez sur le bateau, Furiae vient de faire un rituel pour libérer l'esprit. Parce qu'il pensait qu'en libérant l'esprit, les démons se barraient, simplement, parce qu'ils auraient fini leur pacte. Et là, sinon, les démons sont encore là. Par contre, très important, l'esprit de Simbar, lui, il n'est plus là. Et il repart dans sa capitale à Simbar, sur le monde physique. Et ça, c'est très important pour la fin du jeu, notamment. Donc voilà, description des artefacts, description des gros démons que vous avez en face. Et une petite conclusion vite fait. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu... en gros, la conclusion, c'est directement un copier-coller du tome 3. Alors qu'en fait, vu que vous avez le tome 4 juste derrière, La Mer des Ténèbres, ils auraient pu faire un lien, un truc un peu plus propre, retirer la conclusion du volume 3, retirer l'introduction du volume 4, et faire vraiment un truc réécrit, lié, parce que là, on sent que ça a été... qu'en gros, il y a 1 an de différence entre les 2 écritures, quoi. C'est un peu dommage, ils auraient pu, à mon humble avis, faire autre chose qu'une compilation, mais je suppose que déjà, c'est du taf, le changement des règles, ça a dû leur prendre pas mal de temps, donc voilà. On arrive sur le tome 4, La Mer des Ténèbres. D'une manière ou d'une autre, la position de Simbar s'est ébruitée, et donc il y a différentes factions qui vont se tirer la bourre pour arriver jusqu'à Simbar, la capitale. Mais ça implique de franchir d'Avocar en long, en large, en travers, avec toutes les horreurs que ça peut laisser imaginer. Donc on a toujours une timeline. Donc là c'est beaucoup plus freeform c'est beaucoup plus libre au niveau de la forme du scénario. Donc ça c'est le serment de la souveraine. Au début c'est très simple, vous devez aller à Simbar, donc vous devez traverser d'Avocar d'une manière ou d'une autre, il faut vous trouver des alliés, il faut vous trouver de la thune, il faut vous trouver un bon trajet,
Et une fois que vous avez ça, potentiellement vous partez, vous faites le trajet, qui est extrêmement long, dense et âpre, et une fois sur place, on va en reparler vite fait. Donc vous êtes encore à Fort Chardon, il y a des coups de pute à droite à gauche, il y a grosso modo au niveau des factions la reine, les réformistes, je vais y arriver, le serment de la souveraine, ils sont déjà sur place, c'est les plus près en fait. Il y a le sacré du vieux sang, qui se fait passer, nonobstant, se faisant passer pour des gentils marchands avec qui les joueurs peuvent s'allier. C'est une erreur, mais ils ne le savent pas. Il y a les manteaux noirs, donc, qui sont les traditionnalistes. Il y a des chasseurs de primes, comme Brigot, etc., etc. Donc, vous avez différents petits événements qui peuvent se passer avant le départ, et donc avec notamment des espions, patati patata, ils mettent des laxatifs dans vos chevaux. J'en passe les meilleurs. Et ensuite, il y a le grand voyage. Grand voyage, vous pouvez aussi, vous allez voir pas mal de gens connus, donc notamment potentiellement les Templiers déchus, donc qui sont devenus complètement fous, qui ont un rôle assez important à la fin, et aussi le réformiste, tous ces gars-là, Alwyn et compagnie. Donc ça, c'est les 3 chemins qui vous sont proposés, c'est-à-dire que vous avez un chemin qui est extrêmement long, mais qui est assez sécurisé parce que vous passez par les montagnes, par les corbeaux. Sinon, il y a le chemin le plus rapide par la rivière, mais ça implique potentiellement de vous prendre plein de corruptions sur la tronche, et je vous dis pas ce qu'il y a dans la rivière. Sinon, il y a le chemin le plus usité, mais par contre, c'est un chemin usité. Ça veut dire que potentiellement, il y a des serments de la souveraine, il y a d'autres factions. C'était un choix qui était assez intéressant pour mes joueurs, ça d'ailleurs. Donc, différentes petites choses qui apparaissent. Vous pouvez tomber sur des Seigneurs Trolls, notamment, qui commencent à se dire qu'il est temps de se barrer, parce que Davokar s'éveille, tout ça. Et enfin, vous arrivez donc à Simbar, et ça c'est la couverture du 4e volume, que je trouve beaucoup plus belle, personnellement, que celle du 3e volume, mais passons. Où, en fait, il y a une sorte de... Il y a un drôle de... Oui, une drôle d'arme... Enfin... Pas un cessez-le-feu, mais le temps s'arrête quand vous êtes à Simbar. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que vous êtes en été, et que les feuilles tombent. Donc c'est l'automne. Exactement comme ça sur cette feuille-là. Sur cette couverture-là. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, le serment de la souveraine est en position de force. Ils ont beaucoup plus de troupes que toutes les autres factions. Donc ce qui se passe, c'est que les autres factions ont besoin, que ce soit la reine, les réformistes, les templiers, les opportunistes, etc., ils ont tous besoin de s'allier. Et c'est là où les PJ vont avoir un rôle hyper important, parce que tout le monde, en fait, va plus ou moins vouloir négocier avec eux, leur faire les yeux doux, parce que personne en l'état, quand ils arrivent à Simbar, je rappelle, c'est un voyage où ils ont perdu des centaines de mecs, potentiellement les joueurs sont les seuls qui peuvent vraiment faire pencher la balance dans un sens ou d'un autre. Et à cela s'ajoute évidemment, ça c'est les troupes de la reine, le capitaine Marvello, colonel patati patata qu'on connaît depuis le début de la campagne, les manteaux noirs, et à cela s'ajoute, donc je dis une autre faction, les changelins qui ont un rôle assez important. S'ajoute une autre faction que je vais retrouver d'ici là. Nidal, j'aime beaucoup ce perso, c'est un PNJ qui prend un rôle assez important, qui est une réformiste, mais pas vraiment. Les Templiers qui sont complètement fous, de toute façon, eux c'est fini. Ce bon vieux Calphas qu'on adore. Voilà. Et l'autre faction, c'est le Pacte de Fer, qui possède aussi une sorte de micro-faction pour protéger la ville, qui s'est fait défoncer par le serment de la souveraine, et qui vient voir en fait les PJ en disant c'est la merde, on est en train de se faire on a quelque chose à protéger au niveau de l'arbre monde, enfin l'arbre protecteur de la ville, il faut que vous veniez pour nous filer un coup de main. Et il faut que vous fassiez en sorte que tous les gens s'allient patati patata, parce que sinon Simbar va se réveiller, parce qu'en fait ce qu'on vous dit pas, c'est que la ville est enduite d'une sorte de mycélium partout, et que le mycélium commence à s'effriter. Et quand il s'effrite, toutes les choses qui dorment en dessous du mycélium vont se réveiller. Ça veut dire les abominations qu'on a mis sous le tapis il y a 1000 ans, elles se réveillent, et elles sont très vénères. Il y a aussi les sorcières, mais bon, ça, vous commencez à connaître la chanson. Et le serment de la souveraine, si vous voulez vous allier avec eux, on sait jamais. Ils ont un gros lézard avec Audralintos. Et le reste, c'est vraiment des règles d'exploration dans Simbarum, avec dans Simbar. Grande carte qui est utile pour vous montrer, donc ça c'est le mycélium. Ça c'est les différentes factions, les losanges, c'est un peu les déplacements, donc c'est assez pratique, parce qu'il faut trouver de l'eau qui soit pas corrompue, il faut trouver du gibier, il y a beaucoup de règles de survie. Et ensuite on a vraiment les endroits importants de la ville. Le palais impérial, donc c'est là où vous trouverez notamment, qui est entouré par des ronces. Il y a un gros dragon vénère qui dort au nord. Le serment de la souveraine qui commence à essayer de rentrer dans le palais, donc il coupe les ronces au fur et à mesure, et il menace de réveiller toutes les abominations qui sont en train de rôder dans la cour intérieure. Et quand vous arrivez enfin dans le palais, vous pouvez tomber sur le fantôme de l'empereur, qui commence à carcheriser littéralement son palais pour tout nettoyer.
Ça, c'est un truc qui est très important pour la fin de la campagne. Donc, il vous donne des indices, mais bon, évidemment, son esprit est un peu cramé. Et l'idée, c'est qu'évidemment, tout dans le palais, il n'y a pas le trône d'épines, ce que tout le monde cherche. Et votre but, après, c'est que, hormis aider les elfes à protéger, en gros, l'arbre, bah, il faut retrouver impérativement le trône d'épines, parce que tout le monde le veut. Et il n'est pas dans le palais. Et donc, s'ensuit une sorte de puzzle dans la ville, en allant fouiller dans le vaisseau amiral, où il y a un gros mort-vivant qui vit, mais le trône n'est pas dedans aussi, pour retrouver le trône, simplement. Ce qui vous amène sur une sorte de quête, notamment il y a un palais caché, il y a une sorte d'ancienne ziggurat, un temple, où en affrontant des créatures, vous pouvez trouver, c'est très, très classique donjonesque, vous pouvez trouver un miroir qui vous montre comment était la ville avant, pour trouver la véritable, la localisation du trône en question. Il y a beaucoup d'explications sur le monde, mais c'est pas assez, hein. Si vous voulez vraiment tout comprendre, il faut vous le livre du monde de Symbaroum. Et dans l'arbre mère, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a un immense arbre dans lequel, tout en bas, essaie de survivre un elfe d'éternité qui est la tisseuse, qui en fait tisse le mycélium et fait en sorte que tout reste, que les créatures restent endormies. Sauf qu'elle est en train de se faire drainer par une grosse araignée qui, elle, veut rester son fils. Je rappelle que les araignées avaient un roi, le roi s'est fait dégommer par les barbares, et que, par acquis de conscience, la mère du roi araignée veut le ressusciter. Et pour ça, elle a besoin de 3 essences, une essence de vie, une essence de destruction et une essence de civilisation. Elle en a déjà 2, et elle veut la 3e qui est qu'elle draine littéralement sur la tisseuse. Et donc vous avez une faction supplémentaire qui existe, donc c'est Xanata qui est la reine araignée, la reine mère araignée, et vous avez potentiellement donc une faction supplémentaire qui est la faction du roi araignée ressuscité. En fait, il n'est pas vraiment ressuscité, mais il est réincarné, qui peut avoir un rôle assez important. Je trouve que c'est toujours un peu torché. Ils auraient dû faire ça dans le 6e volume, pour vraiment rajouter quelque chose. Mais l'idée, en gros, c'est que à côté de la mère, il y a la sœur du roi araignée qui arrive et qui dit « Non, mais mon frère... » donc elle a un rôle important avant, mais elle dit « Je suis sûr que si mon frère il revient, il sera pas méchant, mais par contre, il faut tuer ma mère. » Parce qu'elle veut lui mettre des idées dans le crâne qui fait qu'il restera le méchant roi araignée qui a failli génocider les humains il y a très très longtemps. Donc, à vous de voir. Moi, je l'ai fait jouer, c'était très très marrant. Surtout pour les barbares, c'était très très chouette. Et donc, il y a différents événements qui peuvent aussi se passer, avec des escortes qui arrivent, qui sont dégommées, le Calphas qui se met à utiliser des puissants rituels pour réveiller tous les morts et se créer sa propre armée, donc ça crée une faction supplémentaire contre laquelle tout le monde doit s'allier, sinon c'est la mort. Il y a le roi, le prince elfe Eneano qui finit par arriver. Il y a Minuit, donc le méchant du premier volume. Si vous n'avez pas réussi à le tuer, il revient sous forme de gros monstre. Et enfin, vous identifiez d'une manière ou d'une autre que le trône d'épines est dans l'ancienne résidence d'un des ordres religieux de Simbar, dans le Dactonique, dans Château-Ronce, qui est tout au bout de la ville. Et là, donc, il y a le trône qui est présent, mais le trône d'épines n'a pas d'épines. Donc s'ensuit une espèce de... Ça dépend, alors c'est entièrement libre, hein, ça peut y avoir mille une façons de résoudre ce truc-là, mais l'idée c'est qu'à la fin il y a une grosse baston. Dans la grosse baston, il y a quelqu'un qui dit « fuck it, je monte sur le trône », donc ça peut être Odraintos, Grand-Père Lint, l'espèce de gros lézard qui suit le serment de la souveraine. Ça peut être essentiellement, et c'est voulu je pense, Eneano, donc le prince Eneano qui pète un plomb, qui devient fou, et qui saute sur le trône. Et voilà, il se transforme en espèce de gros monstre dégueulasse, parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'épines, il n'y a pas d'isolon. Donc les gens ne peuvent pas utiliser le pouvoir du trône, ils se transforment juste en espèce de méga grosse bestiole. Et moi, quand je vois les stats, ça me fait plaisir, parce que je me dis que ce sera peut-être moins facile avec la 5e qu'avec avec Simbar classique, parce que moi il est tombé en 3 rounds, hein, donc je préfère vous dire. Quand je vous dis que le système de Simbar il est un peu pété, ouais, il est un peu pété. Et donc la fin, c'est vous trouvez le gimmick qui vous dit ah mais en fait le trône, enfin la ronce, la rosée qui fait pousser les ronces n'est pas là. On l'a emporté très très loin au sud avec nous, à Lindaros, puis encore plus loin au sud. Et donc, retour au bercail, avec vos reliques, avec vos blessés, avec vos morts, pour un 5e volume, où vous irez directement, à mon avis, dans le meilleur volume de la campagne, où vous irez dans les terres dévastées, et vous retournerez en Albérétor. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est Ruine de Symbaroum, je sais pas, il y a du boucan sur ma porte, je sais pas ce qui se passe, j'espère que c'est pas la Throne Beast qui essaye de rentrer. Donc
Essentiellement, c'est très bien si vous n'avez pas Symbaroum. Si vous avez Symbaroum, ça n'a aucun intérêt. L'avantage, c'est que si vous voulez juste le scénar, bah, ça vous coûte moins cher, parce que mine de rien, 6 bouquins, il faut les sortir. Là, vous avez 3 bouquins, c'est compilé, c'est hyper dense. Hein. Je veux dire, c'est quand même des bouquins, ils font... ça fait 200 pages, mais c'est vraiment 200 pages de scénar, quoi. Donc, il y a vraiment à boire et à manger. Le travail a été refait, l'idée de mettre les reliques dedans, c'est très très bien. Expurger le setting et le mettre dans un autre bouquin, ou dans le bouquin où vous aurez tout le setting, c'est parfait. Non, c'est... Encore une fois, moi, il n'y a rien à acheter, hein, vous connaissez... Vous savez, bon, j'ai toujours un peu des marottes sur Symbaroum, où je dis... Il y a des trucs, il y a toujours des petites choses qui pourraient être améliorées au niveau du scénar, des facilités. Concrètement, dans le 3e opus, la seule chose qui compte, c'est que l'esprit de l'empereur soit libéré. Il y a toujours un peu l'idée que les joueurs peuvent tout faire ou ne rien faire, et il y aura toujours un fil pour faire avancer la campagne. Ça, certains verront ça comme un positif, d'autres verront ça comme un négatif. Je vous laisse juger. Moi, j'ai maîtrisé ces 2 scénarios-là. Le premier, le début est très très bien, la fin, j'ai pas été transcendé. Le deuxième était exceptionnel. La mer des ténèbres, je pense que c'est peut-être, pas pour moi, mais pour mes joueurs, c'est un passage qu'ils ont adoré, parce qu'il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup d'alliances et tout, et en plus, on commence à résoudre, on arrive enfin à Symbar, quoi, donc c'est assez fort. Donc en tout cas, voilà, c'était Ruins of Symbaroum, qui est disponible en anglais sur le site de Free Liga. Je mettrai un lien dans la description. Il va sortir en français, je suppose, j'espère, puisque Ruins of Symbaroum est en train d'être traduit en ce moment même par AK Games. Donc c'est tout le malheur que je vous souhaite, que le bouquin arrive, et je crois que sur ça, on peut arrêter là avant que je m'égosille trop. Allez, salut, bonne soirée.